C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans cette Assemblée générale qui nous offre que nous offre la 5e édition du CFP, l'occasion privilégiée pour nous tous d'échanger nos expériences et de consolider le lien entre les membres de notre réseau. Je tiens à remercier tous les membres ici présents, ainsi que tous nos partenaires fidèles au rendez-vous d'aujourd'hui, programmé exceptionnellement en ligne, en raison des conditions sanitaires si particulières que nous avons tous connues depuis l'année 2020. Cette période difficile pour nous tous, usagers, professionnels et managers. Au-delà de cette crise sanitaire qui a ébranlé nos institutions, dans leur programmation, nous avons pu adapter nos outils de communication afin de maintenir le lien entre les membres de notre réseau pour garantir la reprise des échanges et donner ainsi de l'élan à nos choix et orientations stratégiques. Je me permets de nous féliciter tous pour notre détermination à poursuivre l'effort collectif motivé par la mission commune de préserver le sens et l'essence de notre projet fédérateur. Mesdames et messieurs, certes, l'organisation de la CFP est une action principale et évidente dans la vie de notre réseau qui ne se limite pas à cet événement annuel et des réunions de coordination et séances de travail, mais s'étend à des activités de coopération visant le renforcement des compétences, du capital humain de nos administrations et l'échange de bonnes pratiques de gestion des finances publiques. Ces rendez-vous annuels qui témoignent de la flamme vivante et dynamique de notre réseau demeurent un espace de partenariat fertile et un lieu de ressourcement pour nous tous, destiné essentiellement à renforcer notre rôle en tant qu'institut de formation dans le domaine des finances publiques et à mener une réflexion collective sur la mission de notre réseau et son avenir. À ce titre, alors que nous entamons nos échanges aujourd'hui à l'occasion de la tenue de la 5e édition qui coïncide avec le 5e anniversaire de la création du réseau, j'invite les membres du réseau à lancer une évaluation objective du bilan quinquennal de notre réseau et à entamer la réflexion sur son évolution. Il s'agit pour nous de nous interroger sur deux aspects principaux. Premièrement, est-ce que les missions des réseaux telles qu'elles sont définies répondent effectivement aux objectifs tracés, notamment en termes de promotion de l'échange sud-sud dans le domaine des finances publiques et de facilitateurs de coopération bilatérale et d'accès au financement des bailleurs de fonds internationaux. Deuxièmement, dans quelle mesure le CFP a répondu aux besoins de ses membres en termes de formation et de renforcement des capacités et comment améliorer son action. Je souhaite également orienter notre mobilisation future sur 3 grands domaines auxquels le réseau devrait recentrer son action. L'accompagnement proactif des réformes adoptées par nos ministères dans le cadre du contexte mondial post-Covid, l'importance de la digitalisation de la formation comme moyen pour stimuler davantage nos activités de partage d'expériences entre les pays membres et la promotion des sites web de la CFP en tant que plateforme d'échange continu dans le domaine des finances publiques et d'information sur les activités et les réalisations des réseaux. À cet effet, il revient à nous tous, membres de ce réseau, de fructifier ce capital, de le soutenir partout pour susciter l'intérêt autour de notre réseau, consolider les acquis et pérenniser notre projet. Mesdames et messieurs, avant de céder la parole à Madame la secrétaire générale pour rappeler l'ordre du jour de cette Assemblée générale et présenter le bilan annuel du réseau, permettez-moi à nouveau de vous rendre hommage et vous remercier toutes et tous pour votre aimable participation à cette Assemblée générale du réseau des instituts des finances des pays d'Afrique, Moyen-Orient et Caraïbes, et conformément à l'article 5 de la charte de notre réseau du 23 novembre 2017, je déclare l'ouverture de cette Assemblée générale. Madame la secrétaire générale, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, mes chers coordonnateurs, aimables participants,
J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'Assemblée générale et je vais vous présenter l'ordre du jour. Donc, après présentation du bilan annuel, nous allons suivre la présentation de l'expérience de certains instituts des pays membres du réseau, l'École nationale des régies financières, Burkina Faso, Programme supérieur de spécialisation des finances publiques Cameroun, Institut des finances Maroc, l'École nationale des finances République démocratique du Congo. Nous allons suivre aussi la présentation de l'Institut de gestion financière et comptable de la Libye. Après, nous allons discuter des questions diverses. Ensuite, un mot de clôture de Monsieur le Président et la prononciation de la déclaration de la CFP 2021. Donc, si vous permettez, Monsieur le Président, avant de passer à la présentation du bilan annuel, j'invite les coordonnateurs ici présents et les membres de l'Assemblée générale d'activer leur caméra pour une prise de photo pour un souvenir. Nos amis de la Libye peuvent aussi activer leur caméra. Docteur Saddiq. Gervais est en train de nous saluer. Monsieur Jean-Paul Niombo, s'il est là, il peut très bien activer sa cam. Donc, si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais bien présenter le bilan. Je peux y aller? Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le bilan des activités du réseau des instituts des finances publiques pour les années 2021, malgré bien sûr la pandémie. Donc, comme vous le savez, nous avons organisé la CFP 2020 et juste après, il y avait le confinement. Donc, notre activité a été légèrement, disons, dérangée par cette pandémie, mais on a pu réaliser quand même certaines activités via les outils informatiques et technologiques dont on dispose. Diapo suivant. Donc, je rappelle les objectifs stratégiques du réseau, la diffusion et partage de l'information entre les pays membres, l'échange et partage des bonnes pratiques entre les instituts partenaires, la mutualisation des efforts en matière d'accompagnement des réformes, la professionnalisation et renforcement des capacités des ressources humaines, la promotion de la coopération régionale, bilatérale ou multilatérale, la coordination entre les membres du réseau. Donc, la présentation par la suite va s'articuler autour de l'atteinte de ces objectifs. Pour le premier objectif, qui est la diffusion et partage de l'information entre les pays membres, d'abord, on a élaboré, après bien sûr la tenue de la CFP,
la 4e édition, on a élaboré et diffusé les actes de la CFP. C'était un document qui regroupe la synthèse des interventions qui étaient très riches, avec une partie sur la bibliographie des intervenants. Donc, ce document a été publié sur le site de la CFP. L'impression de la version physique a été faite, mais on ne les a pas communiquées vu les règles sanitaires, avec bien sûr un respect de la charte graphique retenue lors de l'organisation de la 4e édition. Diapo suivant. Donc, nous avons réalisé 3 newsletters qui tracent l'activité de certains membres. Donc, j'invite les membres du réseau à être actifs pour la publication de leur activité pour permettre davantage l'échange de bonnes pratiques. Donc, ce numéro comporte l'édito, l'actualité des CFP, des informations sur le réseau et sa gouvernance, ses missions, sa vision stratégique et bien sûr les faits marquants du trimestre. Diapo suivant. 3e point, c'était l'enrichissement du site web cifpa.net. Vous pouvez toujours le consulter. Il est bien sûr mis à jour et enrichi par les informations qui concernent le réseau. Donc, retenez cette adresse cifpa.net. Vous pouvez retrouver les actes, les photos des dernières éditions, des informations sur le réseau. Diapo suivant. Dans le cadre de l'échange et partage des bonnes pratiques, 2 webinaires ont été réalisés de grande valeur. Le premier, en date du 9 juillet 2020, sous le thème « Quelle formation après le Covid-19 ?» C'était une réflexion et perspective. C'était une réflexion sur la problématique de la formation compte tenu du contexte qu'on a vécu. Et puis, donc, ce webinaire a connu l'intervention d'éminents experts en la matière, des experts au niveau du secteur public comme du secteur privé. Donc, le deuxième webinaire, diapo suivante. Le deuxième webinaire a été organisé le 5 novembre 2020 sous le thème « Impact du Covid-19 sur les finances publiques » qui a connu aussi l'intervention d'éminents intervenants au niveau international et qui ont traité la problématique de la gestion des finances publiques compte tenu de la gestion de crise. Et on a pu bien sûr voyager de pays à pays pour voir le contexte et comment chaque pays a géré cette crise. Diapo suivant. Dans le cadre de la mutualisation des efforts en matière d'accompagnement des réformes, nous pouvons citer la réalisation de la caravane de sensibilisation des acteurs de la réforme comptable tenue le 7 juillet 2020 au 20 août 2020 au Cameroun. C'était sous la supervision du ministère des Finances et le programme supérieur de spécialisation en finances publiques l'a organisé pour accompagner la réforme comptable. Diapo suivante. Alors, dans le cadre de la professionnalisation et renforcement des capacités, l'École nationale des finances de la République démocratique du Congo a réalisé une implantation de l'antenne de Kolwezi, Lualaba. C'était pour s'aligner dans le mode de gestion de la décentralisation tel que prôné par la Constitution de 2006 de la RDC et tel que prévu dans les différentes résolutions des assemblées générales du réseau. Diapo suivante. Dans le cadre de la promotion de la coopération régionale bilatérale ou multilatérale, nous notons la réalisation du projet d'appui régional à la formation des agents et des cadres des impôts et des douanes par FID, mise en œuvre par Expertise France.
Ce projet a permis de réaliser une étude sur les besoins en formation des cadres des impôts et des douanes de la sous-région de l'UEMOA et de la CEMAC. Donc, sur les 3 prochaines années, le projet va permettre d'appuyer la formation initiale des agents des administrations des impôts et favoriser la régionalisation de la formation continue, accompagner le pilotage des formations des 14 pays de la CEMAC et l'UEMOA. Toujours dans le même cadre, l'Institut des finances a réalisé des sessions de formation et visites de lieu au profit de l'Institut libyen de formation financière et comptable. Et à la suite de cette session, un accord de partenariat et de coopération a été signé entre les deux pour favoriser l'échange d'expériences et de connaissances à travers d'autres formations, que ce soit au Maroc ou en Libye. Pour ce qui est de la coordination entre les membres du réseau, plusieurs réunions ont été tenues sous forme de visioconférence. Donc, malheureusement, on n'a pas tenu une réunion physique, mais on le fera prochainement. Les points traités lors de ces réunions, on a pu examiner le bilan des réalisations des coordonnateurs au niveau des régions, explorer les possibilités de coopération entre les pays membres, échanger sur les thématiques d'actualité à fort impact, présenter et valider les actes de la 4e édition, échanger sur les activités des instituts membres, mobiliser les experts pouvant contribuer dans les activités du réseau et arrêter les modalités d'organisation de la 5e édition de la CIP. Donc, finalement, ces réunions ont abouti à l'organisation de l'actuelle édition de la CIP 2021 en visioconférence, où on a pu élaborer le contenu scientifique, la mobilisation des fonds et la mobilisation de modérateurs et d'intervenants. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Secrétaire générale, pour cette présentation qui a mis en exergue l'essentiel du bilan de notre réseau des instituts de finances. Peut-être trois enseignements que j'ai pu tirer à partir de votre présentation. Le premier concernant le contact. Malgré la crise, les membres des réseaux ont pu garder le contact entre eux et on peut travailler ensemble tout en dégageant une intelligence collective pour mettre en place un certain nombre d'actions. Peut-être le deuxième enseignement, c'est le rôle des instituts des finances pour pouvoir accompagner nos administrations, nos ministères, pour contribuer au changement induit par la crise sanitaire. Donc, je profite pour remercier tous les membres et toutes les personnes qui ont été mobilisées pour mettre en place le plan d'action dans notre réseau des instituts. Merci, Madame. Je passerai la parole maintenant à une présentation de l'École nationale des régies financières par M. Adama Badoulou. À vous la parole, monsieur. Merci d'activer le micro. Donc, merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. Très rapidement, nous allons vous présenter les offres de formation de l'École nationale des régies financières, qui est une école qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. L'ENAREF, on peut faire avancer, hein. L'ENAREF est une école qui existe depuis, on va dire, 1988 qu'elle a été créée. Et donc, ça fait 33 ans que l'école existe. Et initialement, qui formait principalement les cadres du ministère des Finances du Burkina Faso, mais de plus en plus, l'école est devenue à une vocation sous-régionale et forme des cadres pour plusieurs autres pays africains francophones.
il faut préciser que l'école s'est engagée depuis donc un certain nombre d'années dans une démarche qualité. Et la qualité de ces services lui a valu aujourd'hui d'être certifié ISO, version donc 2015, version 2008, ISO 9001 version 2008, depuis donc 2015, en raison justement de la qualité de nos services. Dans l'ENAREF, c'est une école qui a pour mission essentielle la formation initiale et continue des élèves fonctionnaires, des fonctionnaires élèves, au profit de l'administration, on va dire des administrations économiques et financières, de l'État central, mais également des collectivités territoriales et aussi des établissements publics, y compris parfois des sociétés d'État. Donc, nous formons pour tout ce monde au Burkina et à l'extérieur. Nous avons au cours, nous avons donc au cours de l'année 2020 élaboré notre nouveau plan stratégique dont l'ambition est de faire de l'école une école de référence performante et novatrice et qui va être le partenaire privilégié des administrations publiques et privées dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue. Alors, nous disons cela parce que il y a, en matière donc de formation en finances publiques, aujourd'hui, il y a les universités, mais il y a d'autres établissements publics et privés, et nous pensons que la concurrence est là, et l'ENAREF, justement, doit se positionner comme ce partenaire privilégié en matière de l'administration économique et financière dans le domaine des finances publiques. Alors, nous avons donc deux pôles de formation essentiellement, deux offres de formation, la formation initiale et la formation continue. Ce qui est de la formation initiale. La formation initiale comprend 3 cycles de formation. Le cycle supérieur que nous appelons aussi le cycle, il faut faire avancer, voilà, le cycle supérieur ou le cycle A, le cycle moyen, encore appelé cycle B, et le cycle élémentaire ou cycle C. Il faut dire que le cycle A concerne les cadres supérieurs qui sont recrutés à partir de la licence en économie ou en droit, ou bien des fonctionnaires de catégorie B qui ont au moins 5 années d'expérience. Le cycle B, c'est le cycle moyen, donc c'est le baccalauréat. Et les gens sont recrutés sur la base du baccalauréat ou des agents de catégorie C qui ont au moins 5 années d'expérience. Et le cycle C sont recrutés sur la base du brevet d'études, donc ce que nous appelons le BPC. Alors, donc, nous avons donc les 3 cycles qui sont dispensés dans 7 filières de formation, qui sont donc les finances, la comptabilité, la fiscalité, les statistiques, l'économie et développement, aménagement du territoire et cadastre. Donc, voici les 7 filières dans lesquelles nous formons. Il faut dire que ce sont essentiellement tous les métiers du ministère de l'économie, des finances et du développement, pratiquement en tout cas tous les métiers techniques, on va dire, à l'exception des douanes, puisqu'il y a également une école nationale des douanes qui forme les douaniers. Et donc, allez-y à la diapo 4 pour qu'on dise un mot sur comment accéder aux différents cycles de formation. Donc, l'accès se fait sur concours direct et ou professionnel qui est organisé. Ces concours sont organisés
par le ministère en charge de la fonction publique. Ça, c'est pour les fonctionnaires. Maintenant, pour les non-fonctionnaires, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les établissements publics de l'État ou encore les candidats venant des pays étrangers, leur recrutement se fait sur la base d'un test de niveau que l'ENAREF organise en fonction également des places disponibles. La durée de la formation. La formation varie en fonction des cycles. Donc, pour le cycle A, la formation dure 24 mois, rythmé donc de cours théoriques, de cours pratiques, mais des stages. Et pour le cycle A, il y a un mémoire de fin de cycle. Pour le cycle B, la formation dure 21 mois. Et pour les cycles C, la formation dure 18 mois. Et c'est la même chose. Il y a les cours, il y a les stages, il y a ce que nous appelons les sorties d'études, qui consistent donc à visiter des administrations et pour regarder sur place comment certaines tâches, certaines activités sont menées. Un mot sur notre plan stratégique. Comme je le disais, nous avons adopté un plan stratégique de développement 2020-2024 afin d'adapter la formation professionnelle aux besoins du terrain, aux nouvelles exigences professionnelles et également aux options politiques nationales, ce qui nous a amené dans un processus de relecture de nos curricula qui a commencé en 2020, mais qui se poursuit toujours en fait. Donc, ce processus a connu 3 phases essentiellement. Une phase où nous avons donc élaboré des référentiels d'activité au niveau donc des différents ministères, des différentes directions, les régies des recettes. Sur la base donc des activités qui ont été recensées, il y a eu également l'élaboration d'un référentiel de compétences, puis d'un référentiel de formation qui permet justement d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités déterminées. Et nous avons ensuite, et nous sommes actuellement sur cette phase-là, dans l'élaboration des syllabus de cours, et la dernière phase va être l'élaboration des modules. En attendant, ce processus se poursuit. Bien sûr que les cours se poursuivent également avec on va dire les syllabus et les modules qui étaient déjà en vigueur. Alors, pour l'élaboration donc de ces différentes, pour faire tout ce travail-là, nous avons mis en place un cadre institutionnel qui est constitué d'un comité de pilotage qui est présidé par le secrétaire général du ministère en charge des finances et les directeurs généraux des impôts, des douanes, non pas des douanes, des impôts, du trésor, du budget, des marchés publics. En tout cas, les principaux directeurs généraux sont dans ce comité de pilotage et également le conseil d'administration, le président du conseil d'administration de l'école. Et il y a un conseil scientifique qui comprend les enseignants de l'école, mais également des enseignants d'université et des personnes de ressources, en tout cas qui ont une expertise avérée en matière donc de formation. Et il y a un comité technique. En fait, c'est ce comité technique qui fait le travail. Il est constitué essentiellement des enseignants et puis des professionnels également du métier, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la plupart de nos intervenants, ceux qui interviennent donc pour les cours à l'ENAREF, ce sont des professionnels du métier et qui exercent dans les différentes régies des recettes et au niveau des services centraux du ministère en charge des finances. Alors, les cours, pour l'instant, sont dispensés comment on dit, allez-y allez-y au prochain diapo. Donc, les cours sont actuellement dispensés en présentiel aux apprenants. Nous avons tenté une plateforme de e-learning quand la COVID a été déclarée, mais qui ne fonctionne pas très bien, il faut être honnête.
Et c'est donc un défi pour nous, en tout cas en ce qui concerne la mise en place d'une plateforme de e-learning. En ce qui concerne maintenant la formation continue, dans le domaine de la formation continue, nous avons donc la formation continue dans les domaines de la finance, des finances publiques, de façon générale, dans les domaines de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, et dans le domaine de la gestion des ressources humaines et du management. Les durées de session, c'est des sessions de courte durée qui vont généralement de 3 à 5 jours. Et chaque année, nous proposons donc un catalogue de formation continue à l'ensemble des structures du ministère, mais également aux structures partenaires qui peuvent être intéressées par nos offres de formation continue. Nous organisons aussi des formations à la demande, qu'on peut appeler les formations à la carte. Il faut ajouter que nous avons développé des partenariats avec des universités et des centres spécialisés pour développer des masters professionnels. Nous avons 4 masters professionnels qui sont donc que nous co-organisons. Il y a le master en gestion du cycle des marchés publics, le master en audit et contrôle de gestion basé sur le risque, le master en fiscalité et gestion de l'entreprise, le master en analyse et politique économique. Nos partenaires pour ces masters-là sont pour les 2 derniers, l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Pour le master en audit et contrôle de gestion basé sur le risque, c'est avec une université privée de la place qui s'appelle Serpamad. Et pour le master en gestion du cycle des marchés publics, c'est avec IDEA International du Canada et l'Université Laval de Québec. Voilà, donc vous avez la liste de nos partenaires qui sont donc là. Donc, notre méthode d'enseignement, est basée donc sur une approche, comme je dis, active, des échanges d'expériences, des travaux de groupe, des exposés, des cours théoriques, des études de cas, des sorties terrain. C'est véritablement une combinaison de plusieurs méthodes d'enseignement que nous utilisons. En conclusion, il faut peut-être en conclusion perspective dire que nous sommes donc aujourd'hui le point faible, c'est comme on l'a dit avec la COVID, on a compris qu'il faut aller également sur le e-learning. Donc avec l'appui de la Banque mondiale à travers un projet de la Banque mondiale qui s'appelle le PGPC, nous allons organiser, s'il plaît à Dieu, du 13 au 18 décembre prochain, un voyage d'études à l'Institut des finances au Maroc pour nous inspirer de leur expérience et d'autres institutions marocaines également, de leur expérience en vue de la mise en place de ce dispositif de digitalisation de e-learning à l'INAREF qui nous a tant manqué. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Monsieur le directeur de l'École nationale des régies financières, pour cette présentation qui a mis en place, qui a mis en relief votre bilan en matière de formation. Soyez les bienvenus au Maroc pour partager avec vous notre expérience, donc l'expérience de l'Institut de Finance. Mais nous aussi, on est intéressés par votre expérience. Je sais que vous êtes en avance par rapport à nous, à tout ce qui est formation d'initiation. Donc, bienvenue. Je passe la parole maintenant à Monsieur Joal. Vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir à la suite de l'intervention d'Adama pour un exemple, je dirais, d'action qui a été favorisée par le réseau. L'année dernière, on a développé un projet aux Comores sur les finances publiques avec pour objectif de faire une création d'une filière de finances publiques, une sorte d'école en finances publiques. Et nous voulions recruter un expert long terme. Et l'expert long terme qui a été recruté, c'est l'ancien directeur de l'ENAREF qui
participé à nos travaux au début de la constitution du réseau, puisque c'est M. Yarraud qui est expert long terme sur ce projet aux Comores. Simplement pour dire, c'est un exemple où justement on a mobilisé un expert, ça a été quand même favorisé par le réseau. Donc voilà, comme Adama vient de parler des NAREF, voilà, on va faire bénéficier aux Comores de toute l'expérience de création de l'ENAREF aux Comores. Merci Joël pour ce complément d'information. Donc, je passe la parole à M. Levedo Yannick, secrétaire général adjoint du réseau, pour présenter le programme supérieur de spécialisation des finances publiques Cameroun. Yannick. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Président, Madame la Directrice, Madame le Secrétaire général du réseau des instituts des finances publiques, Mesdames, Messieurs les responsables des instituts et des États membres du réseau des instituts des finances publiques, c'est une fois de plus un plaisir de prendre la parole à cette Assemblée générale pour rapidement présenter les activités récentes au programme supérieur de spécialisation en finances publiques. Bien sûr, nous avons de nouveaux membres, donc nous allons rapidement dire un mot sur ce qu'est le PSSFP, quand est né le PSSFP, quelles étaient ses missions, avant de présenter quel a été le cœur de ces activités en 2021, mais également qu'est-ce que le PSSFP entend faire en 2022, quelles sont ses perspectives pour les mois à venir ou pour l'année à venir. D'abord, qu'est-ce que le programme de spécialisation en finances publiques? Je ne sais pas si la diapo est déjà disponible. Alors, qu'est-ce que le programme supérieur de spécialisation en finances publiques? C'est un institut dédié à la formation de hauts responsables dans le domaine des finances publiques. Il est né d'une convention tripartite en octobre 2013 entre le ministère des Finances du Cameroun, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Yaoundé 2, qui est une université de renom en Afrique centrale et au Cameroun, qui fait en économie et également en finances publiques. Alors, quelle est la mission ou quelle était la mission initiale du PSSFP à la base? Il faut dire que en 2011, avec 6 directives sous-régionales qui ont vu le jour dans l'espace CEMAC, le domaine ou la discipline des finances publiques a connu une grande réforme. Alors, à l'échelle nationale, le Cameroun avait pris de l'avance 5 ans plus tôt, autant pour moi, avec la loi portant régime financier de l'État qui mettait déjà en avant cette réforme des finances publiques. Donc, une réforme au niveau national, mais également une réforme au niveau sous-régional, ont conduit à la nécessité de former le personnel public dans les différents aspects des finances publiques. Le programme supérieur de spécialisation en finances publiques s'est donc vu confier la charge du renforcement des capacités des principaux agents des administrations suscitées. Alors, diapo suivante, que fait le PSSFP? Principalement, le PSSFP fait 3 choses. La première, c'est la formation initiale. La formation initiale qui débouche sur un master en 2 années de formation. Donc, aujourd'hui, 5 disciplines ou 5 spécialités différentes. À la base, nous sommes partis de 3 spécialités pour arriver à 5 suivant les nécessités et les besoins des réformes ou de la réforme des finances publiques qui s'est imposée. Alors, la première spécialité est celle de l'économie publique et de la gestion publique. La seconde, les marchés publics, les partenariats publics-privés. La troisième, fiscalité, finance et comptabilité publique. Quatrième, gouvernance territoriale, finances publiques locales. Et enfin, contrôle et audit des finances publiques. Comme nous allons nous attarder sur les récentes activités du PSSFP, je vais rapidement passer sur la formation continue qui, comme l'ENAREF ou comme d'autres instituts, nous avons eu l'habitude de faire. Je vais demander à
à Khalid ou à celui qui présente de passer rapidement sur les diapos. Dans le cadre de la formation continue, je disais, nous avons mis sur pied des formations courtes de 3 à 5 jours, mais également des formations certifiantes de 10 jours ou encore de 3 semaines. Ces formations permettent à nos auditeurs, à des administrations, de répondre directement à leurs sollicitations qui peuvent être ponctuelles dans des aspects variés suivant les sollicitations que nous aurons adressées. La plupart du temps, il s'agit en début d'année de la loi des finances, mais il peut également s'agir de la décentralisation en général, des infractions à la réglementation financière, des partenariats publics-privés ou encore du nouveau cadre juridique des entreprises et des établissements publics privés. Le troisième aspect sur lequel exerce le programme supérieur de spécialisation en finances publiques est l'appui conseil. L'appui conseil nous permet de répondre aux attentes des administrations qui sollicitent non pas seulement le renforcement des capacités de leur personnel, mais un accompagnement au quotidien dans la mise en place de mécanismes prompts à réagir ou à pratiquer les finances publiques. Il peut s'agir du contrôle de gestion, il peut s'agir de la mise en place du budget programme au sein d'une administration. Donc, voilà globalement les 3 volets sur lesquels exerce le PSSFP. Alors, en 2021, qu'est-ce que le PSSFP a fait? 2020-2021, le PSSFP s'est beaucoup plus attardé sur 2 grandes activités. La première étant au regard de la réforme de la comptabilité publique qui entrera en vigueur au Cameroun dans les prochaines semaines, c'est-à-dire le 1er janvier 2022, la caravane de sensibilisation a permis de toucher les 10 régions du Cameroun, de former au total 1024 agents publics de l'État qui exercent dans la comptabilité, dans la fiscalité, dans la décentralisation, mais qui auront à intervenir dans la comptabilité publique à partir de 2022. C'est donc cette caravane de sensibilisation sur laquelle le PSSFP s'est attardé en 2021. À côté de cela, il a également été question pour nous du développement d'un logiciel ou d'un logiciel destiné ou dédié aux activités de contrôle de gestion. Il faut dire que cette application a répondu aux besoins de certaines administrations de numériser, d'automatiser les activités de contrôle de gestion. À ce jour, le programme supérieur de spécialisation en finances publiques a permis à 6 départements ministériels et des plus stratégiques, notamment le ministère de la Défense, le ministère en charge de l'économie ou encore le ministère des Finances dans lequel nous exerçons. Le PSSFP a permis d'automatiser en leur sein les activités de contrôle de gestion. C'est donc une application qui est en voie d'être mise sur le terrain au niveau de tout le Cameroun ou au-delà de nos frontières à l'échelle sous-régionale. Maintenant, en 2022, quelles sont les perspectives pour le PSSFP? En 2022, le PSSFP, c'est principalement 2 grandes activités. Tout à l'heure, nous avons parlé de la caravane de sensibilisation. Il était question de porter le message sur la réforme des finances publiques, sur la réforme comptable qui sera mise sur pied à partir du 1er janvier 2021. Et donc, à partir de 2022, le PSSFP fera dans la formation maintenant des mêmes agents de manière assez approfondie sur des thèmes ayant trait avec la réforme comptable. À côté de la caravane de formation, le programme supérieur de spécialisation en finances publiques s'est lancé au vu toujours de la réforme, dans la volonté de diffuser le message de la réforme au grand public. Et donc, nous avons procédé à la production, nous procéderons à la production et à la diffusion de petits cours à travers une chaîne YouTube ou avec l'accompagnement des chaînes de télé nationales. Il sera principalement question de
de toucher le grand public sur ce qu'est la réforme, sur quelles sont les spécificités dans lesquelles la réforme comptable compte rentrer, quels sont les grands changements que la réforme va apporter. Pour cela, nous avons bénéficié d'un appui du ministère des Finances et de l'Agence et de l'Expertise France dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance financière, deuxième phase, qui nous a permis de mettre sur pied, de construire un véritable studio d'enregistrement pour les cours qui seront diffusés à partir des chaînes dont je vous ai parlé. Donc, mesdames, messieurs, voilà rapidement présenté le PSSFP hier, le PSSFP aujourd'hui en 2021, le PSSFP en 2022. Nous espérons que notre expérience sera partagée avec les autres membres du réseau. Nous restons ouverts pour des activités que nous pourrons mener tout au long de l'année à venir, comme par le passé. Voilà l'essentiel de notre présentation. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, je vous remercie. Merci Yannick pour cette présentation riche, précise et concise. Je suis sûr et certain que votre expérience elle est la bienvenue pour être partagée avec l'ensemble des membres du réseau. Et merci pour votre contribution personnelle et institutionnelle pour le développement de notre réseau. Je passe la parole maintenant à M. Lessali, responsable de l'Institut de Finance, pour qu'il nous présente son expérience. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire générale, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui l'expérience de l'Institut des Finances du Maroc. Cette présentation s'articulera autour des deux axes suivants. Le premier axe, on va présenter nos missions, nos partenaires, notre approche d'accompagnement des réformes et des partenariats, notre offre de formation, et on va enfin présenter quelques chiffres clés de la formation au niveau de notre département ministériel. Le deuxième, on partagera avec vous notre modeste expérience en matière d'accompagnement de la phase post-Covid-19. L'Institut des Finances est un service d'État géré de manière autonome. Sur le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, il s'agit d'un service d'État créé au sein de la Direction des affaires administratives et générales relevant du ministère de l'Économie et des Finances. Et il a comme ambition de devenir l'institut de référence, de formation et d'accompagnement en gouvernance financière publique, avec bien sûr un impact à terme sur les pratiques administratives et un rayonnement national et international. Slide suivant, s'il vous plaît. La décision de création de l'Institut des Finances a été prise en 2007 et bien sûr l'ensemble des textes réglementaires qui régissent l'Institut ont été publiés en 2008. Et sur la base d'une évaluation du bilan de l'Institut 2008-2015, nous avons élaboré une vision stratégique 2020 et nous avons fait le choix, bien sûr, de s'ouvrir sur notre environnement, que ce soit national, avec les départements ministériels, les établissements publics, les collectivités territoriales, mais aussi sur notre environnement continental et international. Et bien sûr, en conformité avec ce texte, et avec notre cadre réglementaire, l'Institut des Finances a pour mission de concevoir et mettre en œuvre les plans de formation, accompagner la mise en œuvre des réformes, répondre aux besoins en formation des différents partenaires et promouvoir bien sûr l'échange de compétences et d'expériences et promouvoir des actions de partenariat, comme je l'ai dit, au niveau national et aussi au niveau international. La typologie de nos partenaires clients fait ressortir on peut dire deux grands blocs de partenaires nationaux et internationaux. Pour les partenaires nationaux, nous avons
bien sûr, les directions de notre département, de notre ministère, les autres départements ministériels, les établissements publics, les collectivités territoriales, les universités et les grandes écoles, les cabinets spécialisés et les organismes similaires dans une logique d'accompagnement et de complémentarité. Maintenant, pour les partenaires internationaux, pour le slide suivant, s'il vous plaît, nous avons les partenaires d'Afrique, les bailleurs de fonds, les organisations régionales, les organisations internationales, les organismes similaires. Et sur ce registre, l'Institut des finances reçoit régulièrement des délégations des instituts et écoles des finances ou des départements ministériels de l'économie et des finances des pays d'Afrique qui se trouvent en pleine mutation dans les pratiques de la gestion des finances publiques et qui souhaitent ainsi s'enquérir de l'expérience du Maroc, principalement dans le domaine de la réforme budgétaire, de la fiscalité, de la gestion des finances publiques, le contrôle, l'audit, les systèmes d'information, etc. Et tout cela, bien sûr, à travers des partenariats qu'on a déjà concrétisés, soit qui sont en cours de concrétisation. Dans le cadre de l'accompagnement de nos partenaires, nous proposons des offres de formation pluridisciplinaires, dispensées soit par des experts du ministère de l'économie et des finances, tels que dans les domaines de la gestion budgétaire, la comptabilité, la gestion de la dépense, soit par des cabinets de formation de référence. Et nous assurons une alternance entre théorie et cas pratique, avec échange bien sûr et partage de bonnes pratiques, des études de cas, des mises en situation, des ateliers, des travaux en sous-groupe, etc. Nos modes de formation aussi sont diversifiés. On parle de présentiel, en ligne, hybride, des formations de courte durée et des cycles d'expertise, des séminaires, des colloques et des caravanes. Livodo vient de parler de caravanes de sensibilisation. On a eu cette expérience en termes de loi de finances en 2015 et 2016. Nous avons vu l'ensemble des régions et des pays, et des régions au niveau de notre pays. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons aussi élaboré en 2021, cette année, bien sûr, au début de cette année, notre deuxième catalogue de formation, qui est riche de plus de 300 actions de formation déclinées en 14 rubriques. Ce catalogue s'articule et s'attache principalement aux formations visant l'accompagnement de la transformation de l'action publique. Cette orientation se décline notamment au niveau des thématiques consacrées au développement et la sécurité des systèmes d'information, management et leadership, la communication institutionnelle et digitale, l'audit, la gestion budgétaire et comptable, etc. Et bien sûr, d'autres rubriques proposées permettant un approfondissement des connaissances et un développement des compétences autour de la gestion du contentieux des affaires juridiques, l'analyse macroéconomique et la gestion financière. Ce catalogue offre également plus d'une vingtaine, exactement 26 actions de formation en ligne qui portent sur le management, le contrôle de gestion, la programmation budgétaire, la digitalisation, le digital RH et d'autres thématiques. On peut les voir sur le slide suivant. Les quelques thématiques, là, on peut les voir. Et puis, le dispositif e-learning, et on peut bien sûr accéder à notre plateforme de formation e-learning. Nous trouvons ici sur la plateforme, il est accessible via cette adresse, l'adresse https://formanet.finance.gov.ma.
Et il est composé, il y a des équipes pédagogiques derrière, des équipes techniques, des apprenants, des tuteurs et bien sûr une équipe du service de la formation à distance. Donc, pour avoir juste une idée sur la plateforme, sur le slide suivant, on va voir un petit aperçu sur la plateforme. Par rapport aux chiffres clés de la formation au niveau du ministère. Donc, à travers ces chiffres, comme vous pouvez le constater, il faut reconnaître que la crise sanitaire causée par la COVID-19 a modifié l'organisation de l'activité de formation. Et je crois que ce n'est pas seulement au niveau de l'Institut des finances du Maroc, mais aussi que c'est partagé au niveau de l'ensemble des instituts et des écoles de formation. Et comme vous pouvez le constater à travers ces graphiques, notamment le premier, l'activité de la formation continue a connu au titre de l'année 2020, début de l'année 2020 à partir du Covid, on a été touché juste après la CIFP de 2020, à peu près 15 jours après, donc à partir de mars, il y avait une baisse importante, presque 31% de taux d'accès global à la formation, entraînant une baisse de 9% par rapport à la moyenne réalisée au cours des 10 dernières années. Et nous avons vécu, bien sûr, comme tout le monde, des mois difficiles et d'une manière brusque, on a été appelé à changer nos habitudes sur ce. Et malgré la baisse importante du taux d'accès, le bilan de formation du ministère a connu la réalisation de 115 400 journées hommes formation. Donc, soutenu par notre plateforme e-learning et les outils d'apprentissage à distance, les classes virtuelles, les formations hybrides. Et sur ce registre, on peut dire que les cycles de formation ont été globalement réalisés sans perturbation majeure. Donc, sur le slide suivant, c'est le dernier slide. Tenant compte des conditions sanitaires, donc l'Institut des finances a été appelé à réagir rapidement pour s'adapter au nouveau contexte et adapter notre offre de formation et procéder au développement d'un nouveau mode de formation numérique et reconsidérer bien sûr nos modes opératoires en procédant à des changements agiles pour garantir la continuité pédagogique. Donc, l'adoption d'un nouveau mode de formation à travers la mise en œuvre des formations en ligne ou l'organisation de webinaires, des classes virtuelles en remplacement de la formation en présentiel. Donc, je considère que tout le monde avec nous est d'accord que le fait que le 100% e-learning n'a pas totalement marché, mais qu'un mixage entre le présentiel et le distanciel sera privilégié. Et on a fait cette expérience ici même dans cette salle avec l'inspection générale des finances, avec la délégation libyenne qui est avec nous aussi. On a fait des classes à distance et des classes en présentiel. Je vais conclure pour dire que cette crise était vraiment une opportunité historique pour développer un mode de formation de demain. Faisons de cette crise une source de créativité, d'imagination et d'opportunité. Je tiens à vous remercier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est Sali, pour cette présentation de l'Institut de finances du Maroc, qui reste une expérience à la disposition de l'ensemble des membres du réseau pour le partage et pour l'échange. Je passe la parole maintenant à M. Jean-Paul Niambo, directeur général de l'École nationale des finances, pour présenter l'expérience de la République démocratique du Congo. M. Niambo, à vous la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, 5 sur 5. Ok, merci, Monsieur le Président. Ça fait un bon moment. On tient bien à se voir, mais soyez bienvenus à Kinshasa. Il n'y a pas de restrictions. Il suffit d'avoir un test négatif il y a moins de 3 jours. Prochainement. Très prochainement. Nous profitons de l'occasion pour parler de la RDC. Vous allez nous excuser, on a envoyé le texte qui n'est pas actualisé, et on l'a envoyé en retard, parce qu'on vient de terminer une manifestation avec Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. On venait de terminer la formation de 250 comptables principaux de la ville de Kinshasa, la capitale, de la ville de Lubumbashi, la capitale économique, et du Sud Kivu, la 3e ville en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Et je voulais seulement présenter l'essentiel en disant que l'École nationale des finances de la RDC existe depuis 1972. Nous avons été créés par la volonté du législateur. Et depuis toujours, nous sommes la seule structure habilitée à former quiconque est appelé à gérer les fonds de l'État et les biens publics de la République démocratique du Congo. Nous avons une configuration qui tient compte de la décentralisation financière avec une administration centrale à Kinshasa et des antennes en province. À Kinshasa, nous sommes sur l'ancienne avenue appelée Haut Commandement, actuellement rebaptisée Avenue des Forces Armées. Et c'est là où il y a également l'école sous-régionale en stratégie de défense et en même temps la structure technique de l'administration des finances en ce qui concerne le contrôle appelé l'inspection générale des finances. Nous avons comme objet, si on peut défiler, former, comme je l'ai dit tantôt, quiconque est appelé à gérer les finances publiques ou qui gère les finances publiques. Nous avons la particularité ici de former en douane, en impôt, en budget et comptabilité, en assurance et en informatique de gestion. Donc, les logiciels que peuvent utiliser les gens des impôts, de la douane et de l'administration des finances en général sont implémentés à partir de l'école. Et cette mission, nous l'exerçons depuis 1972 en collaboration avec ceux qui utilisent les gens formés en matière de finances publiques. Depuis l'installation d'une autorité de régulation et de contrôle des assurances, l'école a la particularité de s'adapter chaque fois qu'il y aura des réformes en matière de finances publiques. C'est pourquoi, lorsque vous avez vu le diapo précédent, le mot perfectionnement a été en gras. Donc, que vous changiez de structure, que vous puissiez les ajouter, la formation en finances publiques est centralisée à notre niveau. Et ce qui nous permet d'assurer la formation de deux manières. Nous avons d'abord la formation de base pour la formation initiale ou encore la formation à l'initiale.
nous avons la formation en continu dans les domaines que j'ai cités précédemment. Et ces formations, en ce qui concerne la formation à l'initiale, sont sanctionnées par un diplôme que nous délivrons, signé par le directeur de l'école que je suis, le secrétaire général aux finances et homologué par le ministre des Finances. C'est pour permettre à ce que celui qui détient ce diplôme puisse faire valoir sa qualité de spécialiste en finances publiques à qui que ce soit qui voudrait parler de la gestion des finances publiques. Nous sommes ainsi dotés de bâtiments appropriés pour arriver à atteindre cet objectif. Nous avons un bâtiment pour la formation initiale avec près de 10 salles, plus une salle informatique. Et nous avons un bâtiment de 7 salles avec 2 salles informatiques en ce qui concerne la formation continue. Ce qui fait que à tout moment, selon que les besoins l'exigent, nous pouvons former au profil, selon la demande d'une administration. Donc, ce bâtiment est disponible, il n'est plus occupé par ceux qui font la formation initiale. Et nous nous sommes adaptés avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de sorte que, comme nous avons décidé à notre assemblée passée, d'être réellement digitalisés pour permettre à ce que ceux qui sont formés n'aient pas à recourir à une autre formation supplémentaire pour manipuler l'outil informatique. Et nous avons, depuis quelques mois, la possibilité de former à distance. Nous avons une salle avec un outil de dernière génération que nous avons obtenu avec l'accompagnement de la Banque mondiale. C'est ce qui nous a permis de former, à partir de l'école ici, les comptables de Kinshasa et ceux de Lubumbashi et de Bukavu au même moment. Et nous n'avons pas reçu de plaintes considérables quant à des coupures intempestives. Et concernant la possibilité de réduire la distance, nous formons à partir des antennes. Vous savez, on s'est dit avec la pandémie, comme à un moment tous les mouvements sont interdits, nous pouvons, avec l'outil informatique et grâce à l'antenne qui est sur place dans la province concernée par la formation, assurer la formation comme si nous y étions. Et nous sommes tenus, chaque fois qu'il y a de besoin, de mettre à jour quelques formateurs locaux, c'est-à-dire du lieu concerné. Et comme nous sommes dans un réseau, nous appelons ça le réseau Senarec, c'est un service du ministère du Plan qui centralise la formation des agents financés par l'extérieur. Ce réseau nous a permis d'avoir des centres un peu éparpillés qui a le même outil informatique avec la possibilité de former à distance. Donc, si dans notre antenne, nous n'avons pas cet outil, nous demandons à ceux qu'il faut former d'aller dans le centre X qui a cet outil-là et qui fait partie de notre réseau Senarec. C'est ainsi que nous sommes à même, pour fonctionner, de pouvoir réaliser nos missions et surtout de permettre à l'État congolais d'améliorer sa gouvernance en finances publiques.
pour ceux qui suivent l'actualité, ils se rendent compte que les questions des finances sont traitées avec tous les sérieux possibles depuis un temps, tout simplement parce qu'on a mis la formation en avant-plan. C'est dont nous remercions notre conférence, parce que certaines des résolutions nous ont permis d'attirer l'attention de l'autorité afin d'améliorer la gouvernance ou la manière de voir les choses au niveau de la RDC. Et concernant son organisation et son fonctionnement, l'école a 3 organes. Nous avons le conseil d'orientation, nous avons la direction générale et nous avons un conseil pédagogique. Donc, nous sommes dans une gestion participative, de sorte que les décisions à prendre, les orientations à faire concernant la formation impliquent déjà les utilisateurs des personnes à former ou des personnes formées. C'est ainsi qu'au conseil d'orientation, en ce qui concerne la composition, nous avons les 2 secrétaires généraux, parce que chez nous, les budgets et les finances sont séparés. Donc, le secrétaire général aux finances est le président du conseil. Il est secondé immédiatement par son collègue du budget et moi-même. Et les directeurs généraux des services qui sont dans nos filières sont de droit membres du conseil d'orientation, donc le conseil d'administration en quelque sorte. Et à cette liste que vous avez, nous ajoutons les directeurs des régies provinciales ou des administrations financières autonomes des provinces. Comme il n'y a que nous qui formons à tous les niveaux, donc ils sont également membres du conseil d'orientation. Cela nous permet de décider rapidement. C'est comme ça que malgré la pandémie, nous avions clôturé l'année sans problème. Parce que à chaque fois qu'on confinait, l'école s'arrangeait pour donner des travaux à distance. Et dès qu'on réouvre, ou on demande, on réduit les restrictions, nous convoquons ce conseil et chaque administration prend des dispositions à son niveau pour nous permettre de bien former. Ainsi, nous n'avons pas connu de retard. Et par exemple, pour l'année 2020, avec les administrations concernées, pour nous permettre de ne pas être en retard, il y a certaines matières que nous avons mises en veilleuse. Parce qu'avec eux, voilà le type que nous attendons. Alors, telle matière, on peut supprimer pour la formation maintenant. Et nous avons terminé l'année en beauté. Le deuxième organe, c'est la direction générale. Donc, c'est moi-même, les directeurs et la petite administration qui est attachée à l'école. Ça nous permet aussi de décider rapidement. Nous n'avons pas une structure lourde. Parce que lorsque la structure est très lourde, les décisions à prendre vont prendre des semaines, voire même des mois. Donc, nous savons décider rapidement parce que la direction générale évolue rapidement. Et nous attachons à cette direction générale le conseil pédagogique. Le conseil pédagogique est composé de tous les formateurs et chaque filière a un chef de section et un chef de section adjoint. Donc, nous avons la section budget et comptabilité, la section douane et assises, la section impôts directs et indirects, la section assurance. Il y a une année de tronc commun qu'on appelle comme la mise en condition de tout le monde. Et là, celui qui fait office de chef de section, c'est la chef de division ou le chef de division en charge de la formation initiale et mon assistant principal. Alors, ça nous permet, au niveau des sections,
d'aller rapidement parce qu'il doit y avoir un délégué de l'administration concernée, comme soit chef de section ou chef de section adjoint. Par exemple, à la section impôts, le chef de section et son adjointe sont anciens directeurs généraux adjoints, donc directeur à la direction des impôts, et la chef de division études de la direction générale des impôts. À la douane, c'est pareil. De sorte que la décision à prendre en ce qui concerne comment améliorer rapidement la question des formations, en attendant même que le courrier ne parte, les deux peuvent déjà faire porter le message à la direction des ressources humaines. Et nous travaillons avec les directions des ressources humaines. Nous voulons que un de ces délégués qui est soit chef de section ou adjoint ne soit pas trop loin de la direction des ressources humaines, parce que s'il faut prendre des dispositions concernant une personne en formation, nous ne puissions pas traîner. Et pendant le Covid, ça nous a aidés parce que c'était facile de soit réactiver ou annuler l'inscription d'un agent selon les difficultés ou la situation en présence. Et le conseil pédagogique aide la direction générale à prendre des décisions en ce qui concerne la qualité de la formation et toute autre question liée à la formation. C'est vrai que l'administration chargée de la formation existe, mais nous voulons associer les formateurs pour que la formation soit toujours de qualité et selon les objectifs attendus par les administrations. Ainsi, nous sommes à même de nous adapter, quelle que soit la difficulté, avec l'appui de toute personne concernée par la question des formations. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous accordez et je vous annonce que dans le cadre de la formation continue et rapide, nous venons de terminer aujourd'hui cette formation des comptables publics qui seront renforcés en ce qui concerne la gestion des finances. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général, pour cette présentation et je vous félicite pour le bilan de votre expérience, le bilan très positif. Votre mode de gouvernance et de fonctionnement sont très pertinents et je suis sûr et certain qu'ils seront à la disposition de l'ensemble des membres du réseau pour le partage et pour l'échange. Mesdames et messieurs les membres du réseau, permettez-moi en votre nom de souhaiter la bienvenue au Dr Sder Chaibi, qui est le directeur général de l'Institut de gestion financière et comptable de la Libye. On aura l'honneur de l'écouter pour présenter son expérience dans son pays. À vous la parole. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا عندي كلمة للحاضرين ونهتم في عرض عن تجربة المعهد للتدريب المالي والمحاسبي. السيدات والسادة الحضور الكرام، السيد محمد الخرمودي رئيس شبكة معاهد المالية العمومية. يطيب لي بالأصالة عن نفسي بالإنابة عن وزارة المالية وعن السيد وزير المالية ومجلس إدارة المعهد أن نتحدث إليكم وأن أعبر عن فخري واعتزازي باللقاء مع هذا الجمع اللفيف من مختلف الدول الأفريقية. ويسعدني أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير على دعوتكم لحضور فعالية هذا الحدث، ولا هو مؤتمر معاهد المالية العمومية الأفريقية لسنة 2021. كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري للمشاركين من مختلف الدول، وأتقدم بالشكر الخاص للمنظمين لهذا الحدث وإلى كافة الجهات والأفراد الذين يعملون على تقديم كافة التسهيلات لتأمين عقد هذا المنتدى. سيدات والسادة، تأتي مشاركة معهد التدريب المالي والمحاسبة الليبي في هذا المنتدى من خلال الحضور لأول مرة، لما نراه من أهمية للمشاركة وبفاعلية في شبكة المعاهد المالية العمومية الأفريقية، حيث تتضمن تجربة شبكة المعاهد الأفريقية
في تطوير عمل المعاهد المتخصصة بالمالية العامة، وفي إعداد وتنفيذ استراتيجية على العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد معهدنا الوليد في ليبيا السعي إلى إعداد وإطلاق استراتيجيته الخاصة به. ولعل من أبرز هذه الدروس الدور القيادي الذي يتعين أن يلعبه القطاع المالي كوزارة المالية والمعهد في إعداد السياسات والبرامج المالية والتشارك الفعال مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى لإصلاح القطاع المالي والرفع من مستواه وبناء القدرات. أيها الحضور السيدات والسادة، نتطلع للمساهمة والاستفادة من تجارب شركة المعاهد المالية العمومية الأفريقية في تطوير عمل المعهد، وأيضا على التعرف على التحديات التي واجهتهم والدروس المستفادة. في ختام كلمتي الترحيبية أود أن أجدد خالص الشكر والامتنان لقبول انضمام معهدنا، وأجدد الشكر للجهات المنظمة والمشاركة التي آمنت بدور وأهمية هذا المؤتمر، ونقدر لهم دعمهم، وأتمنى أن نحقق هذا المؤتمر بجهودكم الأهداف المرجوة منه. كما لا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر لمعهد المالية العمومية بالمغرب ولدولة المغرب ولكل الدول الأفريقية المشاركة على ما تم تقديمه من تسهيلات كبيرة لمشاركتنا في هذا المنتدى وفي سعي لتحقيق أهدافه، وشكرا. الآن سوف أتحدث وأعطي نبذة نحاول أنها تكون مختصرة عن نشاط المعهد. معهد التدريب المالي والمحاسبي الليبي هو معهد حديث النشأة، بالرغم أن قرار تأسيسه كان في سنة 2016 إلا أنه باشر أعماله في نهاية سبتمبر من العام 2019 بعد إعادة تنظيمها بشكل مؤسسي من خلال تشكيل مجلس إدارة له. في الصفحة التي يليها، معهد التدريب المالي والمحاسبي يسعى أن تكون له رؤية متميزة بأنه سوف يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية، وأن يكون له دور في تطوير القدرات الوطنية في ليبيا في مجال الإدارة المالية العامة وتعزيز المعارف والمهارات، وأيضا من خلال رفع الأداء الحكومي لتكون ليبيا في مصاف الدول المتقدمة حسب مؤشر الأداء الحكومي والمؤشرات الدولية. الذي يليه، المعهد له مهام محددة تتمثل في المساهمة في التنمية البشرية وتعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا وفق أفضل الممارسات، وفي تطوير وزارة المالية والجهات التابعة لها متمثلة في مصلحة الضرائب والجمارك ومصلحة أموال أملاك الدولة، وأيضا مهمته أخرى اللي هي تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التمييز والابتكار في الإدارة العامة. من أهداف البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد رصد الاحتياجات التدريبية لدى وزارة المالية والجهات العامة وتطوير قدرات العاملين في وزارة المالية، أيضا إعداد المناهج التدريبية وفرق المتدربين وتشجيع التبادل الخبرات من خلال إرسال الموظفين للخارج، وأيضا إعداد الأدلة التدريبية والدراسات والمنشورات المنظمة للعمل المالي، أيضا تسهيل الوصول إلى المعلومات المالية من خلال تدشين المكتبة المالية التي ستكون تابعة للمعهد. المعهد يقوم بإعداد مجموعة من البرامج قام بتنفيذها خلال فترة عمره القصيرة التي الآن قاربت على عامين، كانت فيه جملة من الدورات التدريبية سوف نستعرضها فيما بعد، وأيضا عدد من البرامج المتعلقة بالدبلومات المدنية، وأيضا عدد من البرامج المتمثلة في إعداد من الدراسات والمتخصصة في الاقتصاد الكلي وأيضا في مجال المالية العامة. أيضا يهدف المعهد إلى إعداد الدخول في برامج متطورة في الصفحة التي يليها في متعلقة ببرامج إصلاح المالية العامة، في إعداد الموازنات في المشتريات الحكومية، في برنامج إدارة المعلومات الحكومية، وأيضا يقوم بالمشاركة مع المركز الإقليمي للشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي ميتاك في القيام بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية. هناك مجموعة من المبادئ يعتمدها المعهد في إدارته أو خصوصا في بناء القدرات، تتمثل في إشراك صانعي القرار في إحداث التطوير والتغيير،
أيضا مساندة الجهات العامة في بناء قدرات مالية، أيضا تفعيل التواصل بين وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة بديوان المحاسبة مثل ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، الوزارات الأخرى. أيضا الاستعانة بالمؤسسات الدولية وبالتجارب الدولية الجيدة والاستفادة منها. أيضا المعهد في ضمن المبادئ التي يؤمن بها هو الربط ما بين مستوى التدريب الفردي والتوجهات المؤسساتية، وأيضا مبدأ الالتزام بالتغيير. يليه مجموعة من الإجراءات التي تم تنفيذها منذ تأسيس المعهد. المعهد تحصل على مقر جيد يتكون من 4 طوابق. تم كل الإجراءات التي المتعلقة بتأسيس المعهد وانطلاقه. تم تجهيز هذا المعهد بمجموعة من المعامل التي يتم التدريب بها، وتم ربطها بشبكة المعلومات الدولية. أيضا من خلال هذه المعاهد يتم إجراء بعض الامتحانات عن بعد المتمثلة في الحصول على الرخصة الدولية للحاسب الآلي وغيرها من الامتحانات التي تجرى عن بعد. أيضا قام المعهد بإعداد خططه المتعلقة في برنامج الدورات التدريبية خلال هذين السنتين. أيضا تواصل مع العديد من المؤسسات الدولية والمعاهد الإقليمية كما سنرى. أيضا قام المعهد بإعداد قاعدة بيانات خاصة تشمل المدربين والمستهدفين بالتدريب، وكذلك بيانات عن المراكز التدريبية والمؤسسات التي يستهدف بأن يكون لها تعاون وعقد شراكات دولية معها. هذا إذا كان نشوفوا المكونات البرامج التدريبية التي ركز عليها المعهد خلال خطة للعام 2020 و2021 في السلايد الذي يليه. كانت تركز على رفع القدرات للموظفين المنسبين بإدارة الحسابات للقيام بعملية إقفال الحسابات الختامية. أيضا البرامج التدريبية للموظفين الجدد بوزارة المالية وتأهيلهم. برامج تدريبية تركز على المراقبين الماليين لما لهم دور كبير في المراقبة والحفاظ على المال العام. أيضا التركيز كان أيضا على ضمن خطة المعهد على مصلحة الضرائب، بحيث أن في برنامج تدريبي للموظفين الجدد بمصلحة الضرائب. كذلك لأن المعهد وليد ويحتاج إلى أن يبني قدراته في المدربين، فكان ضمن برامجه التدريبية خلال سنواتها الأولى التركيز على إعداد مدربين من قطاع المالية والضرائب ليكونوا نواة كمدربين متخصصين لهم الخبرة والباع الطويل في البرامج التدريبية. أيضا كان في تركيز على البرامج التدريبية المتعلقة بالميزانية العامة. خطة المعهد أيضا شملت برامج تدريبية للموارد البشرية. كان في تركيز على بناء القدرات المتمثلة في الحاسب الآلي والحصول على الرخصة الدولية. أيضا بناء قدرات لغير المحاسبة لغير المحاسبين. أيضا برامج دورات لبعض الموظفين في وحدة الاقتصاد الكلي فيما يتعلق بالحسابات القومية وفي الدراسات الاقتصادية. خلال هذه الفترة الوجيزة حقيقة كانت في نسبة إنجاز فعلية للمعهد، وكانت في مشاركات يعني في مختلف هذه البرامج. لو احنا مشينا للصفحة رقم 15 في التالي حنجد صفحة 15 نعم، نجد أن هناك عدد من الدورات التي نظمت فيه يعني عدد لا بأس به بالرغم من حداثة هذا المعهد وبالرغم من جائحة كورونا التي أثرت حقيقة مع خروج هذا المعهد للنور، إلا أننا يعني بكل الوسائل حاولنا أن نقيم هذه الدورات. فتركزت في إعداد المراقب المالي كما قلنا، وفي الحسابات الختامية، وفي إعداد المدربين اللي هي TOT، وفي الحصول على الرخصة الدولية للحاسب الآلي، وأيضا في ضريبة الدخل والدمغة المتعلقة بالضرائب. وأيضا تم مجموعة من الدورات التدريبية مع بعض المؤسسات الدولية كالبنك الإسلامي ومعهد المالية العمومية بالمغرب ومعهد المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط.
يليه هذا المعهد حقيقة كان محل رعاية ومتابعة من الجهات العليا، سواء كان من مجلس الإدارة أو من وزارة المالية أو من الحكومة الليبية، وقد كان تشرف بزيارة العديد من المسؤولين الذين يعتبرون كنوة للقيام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي. هذه أحد البرامج والزيارات، وممكن هذه الصور تعطي بعض الفكرة على المشاركين الذين ساهموا في أو شاركوا في إعداد دورة إعداد المدربين. أيضا يليه هذه أحد قاعات المعهد والتي تمثل في الصفحة التي يليها صفحة 17 مع الشريحة 17 وحدة الاقتصاد الكلي التي يحتضنها المعهد، وهذه تعتبر مركز يعني للمعلومات وثينك تانك لوزارة المالية والحكومة الليبية، محل متابعة من قبل السيد وزير المالية والجهات الحكومية في ليبيا. يلي هذه برامج التدريب التي يقوم بها المعهد والامتحانات التي يقوم بها المعهد من خلال المعامل الموجودة التي تم بها تجهيز المعهد. أيضا المعهد قام بتسليم الشهايد خصوصا في هذه المجال لمصلحة الضرائب الذين تحصلوا على دورات في خصوصا ما يتعلق بضرائب الدخل وضرائب الدمغة. أيضا بعض الدورات الأخرى المتخصصة والتي كانت محل متابعة من المسؤولين الحكوميين. أيضا لا ننسى مشاركة المرأة في المعهد في الشريحة رقم 21. نلاحظ أن المعهد ركز على تشجيع دور المرأة أو الحصول على التدريب، فكانت في مشاركات من مختلف الجهات والحرص على أن تكون في تنوع في المشاركة ما بين الجنسين سواء ذكور وإناث. هذه أحد القاعات الاجتماعية والتي شرفت بزيارة ممثل الإقليمي للبنك الدولي في ليبيا، وحيث أنه يحتضن هذا المعهد مشروع إصلاح المالية العامة. هذه أحد البرامج والورشة التدريبية التي نفذت بقاعات المعهد. يليه أيضا هناك أنشطة أخرى حيث أننا نحرص على أن يكون لدينا معايير الجودة، وبالتالي حرصنا على أن تكون هناك معايير تواصل مع معاهد منح الجودة اللي هي مركز ضمان الجودة والمعايير المهنية التابع لوزارة العمل الليبية لمنحنا شهادة الجودة، وأن تكون جميع البرامج التدريبية ضمن معايير دولية. هذا برنامج منح دبلوم مهني متخصص لوظيفة مراقب مالي وفق منهجية الديكان، وكان بالتعاون مع وزارة العمل الليبية. نجي للجزء الثاني اللي هو التعاون الدولي. حقيقة المعهد رغم حداثته ولكن الحقيقة يعني كان في جهد من إدارات المعهد ومن سواء من وزارة بدعم من وزارة المالية أو من مجلس إدارته، وأيضا من المكاتب التابعة له اللي عندنا في الهيكل التنظيمي مكتب للتعاون الدولي. هناك تعاون مع مجموعة من المؤسسات أذكر منها بدون تفصيل المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط ميتاك التابع لصندوق النقد الدولي. كان لدينا تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وأيضا البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ولدينا مشروع اتفاق مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجموعة طلال وغزالة، وأيضا شبكة معاهد التدريب الحكومي في منطقة الشرق الأوسط. وحقيقة يعني كان في برنامج تعاون كبير جدا وأثني عليه مع معهد المالية العمومية بالمغرب، والآن نتشرف بعضوية شبكة المعاهد الأفريقية. الشريحة التالية ركزنا احنا في استراتيجيتنا في المعهد أن نركز على الدبلومات المهنية المتخصصة. فضمن اتفاقيتنا مع مجموعة طلال وغزالة ركزنا على برنامج مراجع داخلي معتمد وأيضا دبلوم مراقب مالي معتمد، ونفذنا دورة تدريبية في المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام لعدد أكثر من 12 موظف، وكان استمر التدريب مكثف لمدة أكثر من 7 أسابيع بحيث أنه يمنح المتدرب شهادة مهنية متخصصة في مجال المراقبة المالية أو في مجال المراجعة الداخلية. أيضا تم تنفيذ عدد من الورش العمل مع الميتاك سواء كان في مجال الضرائب أو في البرمجة المالية أو في تتبع آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الليبي. وأيضا تم توقيع اتفاقية مع الميتاك، وأيضا تم توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية،
والتي من ضمنها تم التعاون في تنفيذ برنامج مشترك مع معهد المالية العمومية بالمغرب. الشريحة التالية البنك الأفريقي للتنمية. المعهد الآن وضع النقاط الأخيرة. الشريحة اللي بعدها مع البنك الأفريقي المعهد أو البنك الأفريقي للتنمية الآن في مراحلها الأخيرة، وسترى النور مع الشهر القادم، وبداية السنة حندخل في برنامج تدريبي مكثف وبالتعاون مع المعاهد المالية بالمنطقة. الشريحة التالية أيضا كما ذكرنا أن هناك كان تعاون كبير جدا مع مجموعة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، وسوف يقوم بتنفيذ عدد من الدورات في الحصول على الدبلومات المهنية المتخصصة. الشريحة التالية تم قبول المعهد التدريب المالي والمحاسبة الليبي في شبكة المعاهد مينا جيفت، اللي هي شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أيضا تم توقيع يعني اتفاق مع معهد باسل الفليحان المالي والاقتصادي بدولة لبنان. نأتي الآن إلى التعاون الدولي للمعهد العمومية بالمغرب. حقيقة كان في تعاون كبير جدا، وهنا عن التعاون مع الشريحة التالية مع السيدة سونيا حموش وكل العاملين بوزارة المالية والاقتصاد بدولة المغرب، الذين نفذنا معهم عدد أكثر من 3 ورش أو 4 ورش عن بعد، وختمت بزيارة حقيقة برعاية من البنك الإسلامي لدولة المغرب، وكانت في مجال الإصلاح المالي والبرمجة وإدارة المعلومات المالية الحكومية، وكانت فيها برنامج مكثف في التدريب وزيارات، وحقيقة هي تدشين للتعاون المثمر ما بين الدولتين. وأيضا أذكر أن تم توقيع توأمة ومذكرة تفاهم بين معهد المالية الليبي ومعهد المالية العمومية بالمغرب. الشريحة اللي يليه هذه مجموعة من المذكرات التي تم توقيعها مع عدد من الدول. أعمال أخرى ولا أريد أن أطيل عليكم. المعهد باعتباره أحد مشاريع الإصلاح القطاع المالي في ليبيا، فهو يحتضن في مقره وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي التي تقوم بإعداد وتحليل التقارير الشهرية والمالية والاقتصادية ونشرة المالية العامة وغيرها من التقارير والدراسات التي تحتاجها وزارة المالية. أيضا المعهد يحتضن مشروع إصلاح المالية العامة، وهو مشروع تطويري لقطاع المالية العامة ومتمثل في مشروع إدارة المعلومات الدولية GFMS. الشريحة التالية نمشي لل 36. أيضا المعهد قام بتنظيم عدد من الرؤى من حداثة، منها ورش العمل على مستوى وزارة المالية والدولة في ليبيا، منها ورشة حول الإصلاح الاقتصادي والتدابير المالية لمواجهة الأزمة الحالية وهي عن السياسات الاقتصادية، وأيضا قام بتنظيم ورشة عن الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأيضا قام بورشة عن أعداد العاملين في ليبيا. نحاول أن بهذا المعهد أن نكون كصالون يعني اقتصادي مالي، حيث يكون هناك عدد من الورش خلال الفترة القادمة حول مناقشات الإصلاحات الاقتصادية أو التدابير المالية التي تقوم بها وزارة المالية والحكومة. أيضا تنظيم ورشة عمل عن الطاقة الاستيعابية وكفاءة النظام الصحي في ليبيا، وأيضا ورشة عمل عن نظام المعلومات الإدارة المالية، وأيضا ورشة عمل حول تطبيق الدعم السلعي لكورونا. لا أريد أن أطيل مرة أخرى في الشريحة اللي بعدها. هناك عدد من التحديات تواجه معهدنا الوليد، وخصوصا يعني حالة الوضع الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهي يعني معروفة لديكم. نحتاج إلى وضع سياسة حديثة واستباقية لإدارة القدرات البشرية الليبية وكيفية تشجيع الأكثر للكفاءة والمحافظة عليها في برامج ومسارات مهنية شفافة وتدريب مستمر. أيضا من التحديات التي تواجهنا هي كيف نحافظ على معايير الجودة سواء في التدريب وفي المناهج وإعداد المدربين، وأيضا عملية التقييم والمتابعة وتحسين الأداء. ولا ننسى أخيرا التحدي الذي يواجه كل
المعاهد وكل الدول، والذي كان محل مناقشات هذا المؤتمر وهي اثار جائحه كورونا. وحقيقه يعني رغم ان هذه اثرت علينا، لكن كانت احد الاستفادات منها هو التحول الى التدريب عن بعد واستخدام الامكانيات في ان العمل يستمر بوسائل اخرى، والاستفاده من التحول الرقمي الذي يعتبر محل اهتمام كثير من الدول. ختاما شاكرا لحسن استماعكم وعذرا ان اطلت عليكم، واجدد شكري وامتناني لقبول هذا المعهد لشبكتنا شبكه المعاهد الماليه الافريقيه. شكرا. شكرا جزيلا السيد المدير العام على هذا العرض القيم، الذي أعطانا صورة كاملة على معهدكم. وإذ نرحب بكم في شبكة معاهد المالية العمومية، نؤكد لكم نيابة عن أعضاء الشبكة نؤكد لكم حرصنا من أجل تبادل الخبرات والكفاءات مع معهدكم. وقد سبق لنا في المغرب أن استقبلناكم خلال هذه السنة بمدينة الرباط، وقد كانت الفرصة سانحة لوضع برنامج عمل تدريبي على 4 مراحل، 3 مراحل عن بعد، ثم مرحلة رابعة بشكل حضوري في مدينة الرباط، حيث استفاد من هذه البرامج عدد من المسؤولين. ونحن على أتم الاستعداد سواء على مستوى معهد المالية بالمغرب أو على مستوى الشبكة من أجل مواكبتكم ومساعدتكم على تفعيل الإصلاحات التي أنتم بصددها. فشكرا جزيلا السيد المدير العام. أيها السادة والسيدات، كان هذا آخر عرض وآخر تجربة. نيابة عنكم أود أن أشكر جميع المتدخلين على هذه العروض القيمة التي ستساهم مما لا شك فيه في إغناء معارف أعضاء الشبكة، وهي فرصة أيضا لتقاسم التجارب والخبرات لما يخدم مصلحة أعضاء الشبكة. أيها السادة والسيدات، نصل الآن إلى نقطة أخرى مدرجة في جدول الأعمال، وهي الانضمام إلى الشبكة. وأعطي الكلمة إلى السيدة الكاتبة العامة. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais signaler qu'on a reçu à ce jour juste la demande de nos amis de la Libye, de l'Institut financier et comptable de la Libye. Donc, si vous permettez, nous n'avons pas reçu d'autres demandes pour le moment. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Donc, je note la demande de l'Institut de gestion financière et comptable de la Libye. Sauf objection de votre part, donc je déclare l'Institut de gestion financière et comptable de la Libye membre du réseau des instituts de finance, des instituts de finances publiques. Donc, point adopté. J'ouvre maintenant on va prendre 5 minutes s'il y a des échanges, s'il y a des compléments d'information avant le mot de clôture. Monsieur le Président, juste pour les nouveaux membres, je voudrais signaler que nous allons leur envoyer après cette candidature. Donc, nous allons leur envoyer les documents qui concernent le réseau, à savoir la charte du réseau, le règlement intérieur et tous les documents. Et ils peuvent bien sûr participer à l'enrichissement, à la modification, à la proposition d'amélioration, bien sûr, de ces documents lors des travaux qui vont suivre cette édition. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Est-ce qu'il y a des interventions de la part des membres du réseau? Gervais, comme toujours, le premier intervenant. Le micro, Gervais, le micro.
Gervais, il faut activer le micro. Non. Est-ce qu'on peut avoir un autre intervenant en attendant que Gervais règle le problème technique? Vous pouvez m'entendre, Monsieur le Très bien. Président? Très bien, très bien. Je disais merci, Monsieur le Président, de la parole m'accorder. Je voudrais seulement vous suggérer, c'est une suggestion à l'attention du Président. Alors, par rapport à ma suggestion, c'est que nous avions été richement nourris par les échanges tout à l'heure des intervenants. La journée d'hier et notamment l'expérience des instituts tout comme des écoles des finances. Alors, nous proposons à votre présidence de pouvoir réfléchir sur une formation à venir, mais une formation à deux volets. Le premier volet de la formation, c'est une formation pour renforcer le capital humain des administrations. Et ce capital humain des administrations va vraiment avoir de prérequis nécessaires en rapport avec les mesures prises dans le cadre de la COVID-19 pour pérenniser les services publics. Il est très service public de l'État puisse avoir un capital humain convaincant, lequel capital humain face à cette crise pandémique puisse être à mesure de bien accompagner les administrations publiques et aussi les États en général. Gervais. Oui, Monsieur le Président. On a dit 5 minutes pour tout le monde. Si tu peux activer. Hein. Merci, Monsieur le Président. Je termine avec le second volet. Le second volet, c'est en rapport maintenant avec l'utilisation des outils digitaux. Vous avez constaté vous-même aussi dans certains États, il y a une difficulté par rapport à l'usage des outils digitaux. Il y en a de pays qui souffrent de l'infrastructure appropriée par rapport aux outils digitaux, mais j'aimerais que votre présidence inscrive aussi cette formation en rapport avec l'apprentissage des outils digitaux parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde n'est plus jamais connecté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Gervais, pour ces propositions qui seront bien évidemment étudiées dans le cadre du réseau restreint des coordonnateurs. Merci, Gervais. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Joël? Oui, moi je vais peut-être prolonger ce que vient de dire Gervais en disant qu'il fallait pérenniser les instituts qui existent, mais je constate au sein de notre réseau, qui est à peu près une trentaine de pays aujourd'hui, et une dizaine de pays ont des instituts des finances, et donc ces instituts, effectivement, comme Gervais l'a dit, certains veulent être pérennisés, mais il y a aussi les 20 autres pays qui n'ont pas d'institut des finances, qui ont un correspondant en formation, mais c'est diffus, enfin, surtout sur la formation continue. Et je crois que ces pays ont besoin d'appui pour créer des centres de formation. Et là, je reviens de Mauritanie, j'étais aux Comores qui n'ont pas ces instituts de formation. Et là, ils ont vraiment besoin d'appui pour avoir des structures comme les 10 autres pays, comme les pays qui disposent de structures d'instituts des finances. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire pour ces pays-là. Je vois sur l'Afrique de l'Ouest, à part l'ENAREF, les autres pays n'ont pas d'institut des finances. Sur l'Afrique centrale, le Gabon et le Cameroun ont des instituts des finances, mais pas les autres pays. Et ces pays-là sont vraiment en recherche de besoins pour avoir des structures comme dans les autres pays.
Voilà, c'est une réflexion. Merci, Joël, pour cette réflexion pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Peut-être que je vais dire un autre mot suite au pays que je suis allée ces derniers temps. Il y a vraiment dans beaucoup de pays un besoin de formation de formateurs. C'est quelque chose qu'on le retrouve partout. Pour les pays qui ont des instituts, des pays qui n'ont pas des instituts, ils ont des gens en capacité de communiquer leur métier, mais ils ne savent pas comment le faire. Et ça, peut-être qu'on pourrait, c'est peut-être un axe pour mutualiser les choses, prendre l'expérience des pays qui ont des instituts des finances sur ce sujet de former à l'andrologie, en fait. Voilà, c'est une piste aussi. Très bien. D'autres intervenants? Bien. Donc, sur ce, on arrive à la fin de cette Assemblée générale. Donc, mesdames et messieurs, à la fin de la journée de travail très productive de la 5e Assemblée générale du réseau des instituts des finances publiques des pays d'Afrique, Moyen-Orient et Caraïbes, permettez-moi de vous adresser à vous tous, au nom du bureau du réseau et à mon propre nom, mes sincères remerciements pour votre participation riche et dynamique aux travaux de cette Assemblée générale. Je tiens à féliciter le comité d'organisation de cette 5e édition qui a fait un travail remarquable afin que ce grand rendez-vous annuel se tienne dans les meilleures conditions possibles. Je souhaiterais vous encourager à rester engagés et déterminés pour mettre en œuvre nos objectifs communs. Je compte sur votre collaboration et votre engagement afin que nous puissions ensemble poursuivre le rayonnement de notre réseau. Mes remerciements particuliers vont à la République démocratique du Congo, au Cameroun, Burkina Faso et Expertise France pour les efforts déployés à côté de l'Institut de finance du Maroc pour la réussite de cette 5e édition. Mes remerciements vont aussi aux intervenants qui ont partagé avec nous les expériences pertinentes de leur institut et ministère. Je saluerai par la même occasion l'ensemble des participants ici présents pour leur implication effective dans le déroulé de ces travaux. Mesdames et messieurs, les discussions et les échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 jours ont confirmé une fois de plus nos convictions par rapport à l'importance de l'échange et du partage afin de nourrir nos réflexions vers de nouvelles orientations pour l'avenir du réseau des instituts de finances publiques. Le thème de cette 5e édition qui a porté sur les aspects managériaux et organisationnels des finances publiques à l'ère de la COVID-19 a relevé plusieurs sujets de débat qui peuvent constituer la base de la prochaine conférence des instituts de finances publiques, notamment l'importance de la digitalisation et la continuité de services en temps de crise, ainsi que l'impact différencié de la crise sur le genre. Je saisis ce moment de parole pour vous inviter d'ores et déjà à la 16e édition de la CFP qui se tiendra l'année prochaine au Maroc dans un contexte que nous espérons débarrassé de la COVID-19. Enfin, tout en souhaitant plein succès dans la mise en œuvre des recommandations de cette 5e édition de la CFP, permettez-moi, mesdames et messieurs, de réitérer mon engagement personnel et ceux des membres du réseau à continuer à œuvrer pour la promotion et la facilitation de la coopération bilatérale entre les instituts de finances publiques et le renforcement de leurs capacités en vue de tirer meilleur profit de leurs capacités et valoriser leur expertise. Sur ce, je déclare clos les travaux de cette Assemblée générale. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, à la fin, donc, je donne la parole à Madame la secrétaire générale du réseau pour la déclaration de la CFP 2021. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de la Conférence des instituts des finances publiques. À l'occasion de la 5e édition de la Conférence des instituts des finances publiques, CIFP,
tenue les 24 et 25 novembre 2021 en visioconférence, les pays membres du réseau des instituts des finances publiques des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et des pays de Caraïbes déclarent solennellement ce qui suit. Tenant compte des déclarations conclues lors des précédentes éditions de la CFP, se réjouissant des efforts et des progrès accomplis depuis la création du réseau de la CFP pour l'amélioration de la gouvernance des instituts des finances, l'échange et le partage des bonnes pratiques entre les instituts membres et la mutualisation des efforts en matière de développement des capacités, soulignant l'importance et le rôle de la formation comme outil d'accompagnement des dynamiques et des politiques de développement en intégrant ces différentes dimensions financières, techniques, gestionnaires, saluant la qualité des travaux de la 5e édition de la conférence, le rôle des coordonnateurs et les partenaires et leur engagement continu ainsi que les débats et les discussions autour du thème de cette année, conscient du contexte d'urgence actuel lié à la crise sanitaire de la COVID-19 et son impact sur la mise en œuvre et le maintien de l'activité du réseau des instituts des finances publiques, il a été convenu d'accepter l'adhésion de la Libye comme nouveau membre au réseau des instituts des finances des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et des pays de Caraïbes, renforcer la coopération entre les pays membres en vue de promouvoir le renforcement des compétences des agents et des administrations financières par notamment la formation, le développement de technologies d'ingénierie de formation, mutualiser et échanger de bonnes pratiques dans le domaine de formation et des finances publiques, développer l'ouverture internationale et les liaisons avec les agences internationales de coopération dans le domaine de la formation, mener une réflexion approfondie pour la révision de la charte et du cahier des charges de la CIP avant la tenue de la prochaine édition. Les propositions des amendements doivent être formulées et soumises par écrit dans un délai de 2 mois au secrétaire général de la CIP, promouvoir l'approche genre lors de l'organisation de la prochaine édition de la CIP, procéder à la préparation de la prochaine édition de la conférence des instituts des finances publiques qui se tiendra au Maroc, fait le 25 novembre 2021. Merci, Monsieur le Président.